L'élimination d'un seul homme au cœur du Mexique vient de déclencher une onde de choc militaire d'une ampleur, disons, totalement inédite. Une secousse extrêmement puissante, effectivement, qui se répercute aujourd'hui jusque dans les eaux territoriales de l'Équateur. Et même jusqu'aux confins des mines illégales du Pérou. Alors faut-il y voir le coup de grâce porté au cartel ou bien le prélude à une guerre continentale d'un genre nouveau? C'est toute la question de notre analyse. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes le mardi 17 mars 2026 et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre immersion analytique. Bonjour à toutes et à tous. Notre dossier central aujourd'hui se penche sur une conjoncture géopolitique critique. Nous allons parler des guerres des cartels, de la nouvelle pression exercée par Washington et de la redéfinition globale de la sécurité dans les Amériques. C'est un dossier d'une complexité rare, voyez-vous, qui exige d'être examiné avec la plus stricte rigueur factuelle et bien sûr avec un détachement absolu. Absolument. Mais avant de plonger dans les rouages de cette crise, il convient de mentionner que cette édition est rendue possible par ProWave AI. Tout à fait. Il faut préciser que ce bulletin d'information est d'ailleurs intégralement généré et structuré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Et pour marquer le premier anniversaire de ces opérations, eh bien, ProWave AI propose une initiative très particulière tout au long de ce mois de mars. Une offre spéciale, en effet. Exactement. En utilisant le code d'accès Stylo, STYLO, sur la plateforme www.stylonews.com, une réduction exclusive est accordée Il faut toutefois noter que cette offre est valide uniquement jusqu'à la fin du mois en cours. et qu'elle est strictement limitée aux 250 premiers abonnés. Il est d'ailleurs pertinent d'éclairer le public sur la nature exacte de cette technologie, n'est-ce pas? Oui, car l'application Stylo News n'est pas, disons, un simple agrégateur de presse. C'est la déclinaison, grand public, d'un système beaucoup plus vaste, baptisé Stylo Intellops. Un logiciel de pointe? Précisément. Un logiciel initialement conçu pour orchestrer les opérations gouvernementales, militaires et les stratégies d'entreprise à l'échelle mondiale. Donc, en termes clairs, cela signifie que le public civil dispose aujourd'hui d'un accès privilégié à un outil d'aide à la décision de classe mondiale? C'est exactement cela. Il croise et synthétise les données en temps réel. Et notre mission, au cours de cette édition, est justement d'exploiter cette capacité d'analyse. Nous allons disséquer les événements des 2 dernières semaines relatifs aux opérations anti-narcotiques. En expliquant factuellement ce qu'il s'est passé, mais surtout comment ces dynamiques transforment notre hémisphère. Le tout, évidemment, en maintenant une objectivité sans faille. Alors, commençons par l'épicentre de cette nouvelle crise. L'épicentre, eh bien, il se situe au Mexique. Les rapports du 22 février 2026 détaillent une opération militaire d'une précision chirurgicale. Une opération menée dans l'état de Jalisco, c'est bien cela? C'est exact. Dans la région montagneuse de Tapalpa, les forces armées mexicaines, avec l'appui tactique du renseignement américain, ont mené une intervention qui a abouti à la mort de Nemesio Oseguera Cervantes. Un individu plus connu, je crois, sous le pseudonyme d'Almencho. Absolument. Le dirigeant suprême du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, le tristement célèbre CJNG. Or, ce qui frappe immédiatement à la lecture des dépêches, ce n'est pas le succès de l'opération en soi, mais l'extrême violence de la réaction qui a suivi. C'est le mot. Ce n'est pas un apaisement que l'on a observé, mais un embrasement quasi instantané. Les observateurs sur le terrain parlent d'une paralysie totale, n'est-ce pas? Tout à fait. La zone métropolitaine de Guadalajara et la ville côtière de Puerto Vallarta ont subi ce que l'on nomme là-bas des narco-bloqueos. Des blocages routiers par le feu? Voilà. Des dizaines de véhicules de transport et des infrastructures publiques ont été incendiés simultanément, le but étant de bloquer les voies de communication. Ce qui a forcé le gouvernement mexicain à décréter une alerte de niveau code rouge. Et le bilan est lourd. Les rapports officiels font état d'au moins 25 membres de la garde nationale mexicaine tombés lors de ces affrontements urbains. Face à de tels faits, une question de fond s'impose naturellement. Si l'élimination d'un chef de ce calibre est présentée comme une victoire tactique majeure, comment expliquer rationnellement que le résultat immédiat soit une détérioration aussi spectaculaire de la sécurité publique? L'explication réside, voyez-vous, dans la structure même de ces organisations criminelles. C'est-à-dire, Eh bien, le CJNG n'est pas un simple réseau de trafiquants. Il fonctionne avec la complexité logistique d'une armée paramilitaire, mais aussi d'une multinationale. donc, couper la tête ne suffit pas. Non, car l'élimination du sommet de la pyramide ne détruit pas l'organisation, elle en détruit la chaîne de commandement. Dès l'annonce de la mort d'El Mencho,
les commandants régionaux ou chefs de plaza ont immédiatement mobilisé leurs forces. Pour repousser les autorités, j'imagine. Pour repousser les autorités, oui, mais d'autre part, et surtout, pour démontrer leur puissance face aux factions rivales internes. C'est fascinant. L'image qui vient à l'esprit, si je puis tenter une analogie pour nos auditeurs, c'est celle d'une restructuration d'entreprise extrêmement brutale. C'est une comparaison très pertinente. Imaginons la disparition soudaine d'un PDG omnipotent. Immédiatement, les cadres intermédiaires se lancent dans une guerre de succession ouverte. Et dans ce contexte spécifique, ces factions n'hésitent pas à détruire l'infrastructure même de l'entreprise. C'est-à-dire la paix sociale et l'économie locale. Exactement. Ils détruisent tout pour s'assurer le contrôle du siège social. C'est une analogie tout à fait rigoureuse. C'est ce que nos analystes nomment la fragmentation asymétrique. Et ce chaos génère un dilemme politique majeur pour la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Surtout qu'il y a une véritable bataille narrative autour de cet événement, si l'on en croit les sources politiques. Une bataille très polarisée. Le gouvernement du Mexique revendique cette opération comme une démonstration éclatante de sa souveraineté. Ils insistent sur le fait que l'opération a été menée sans troupes américaines sur le sol mexicain. Précisément. Le message de Mexico est de dire qu'ils sont capables d'agir seuls. Pourtant, de l'autre côté du Rio Grande, le discours est radicalement différent. L'ancien président américain Donald Trump, lors de son discours sur l'état de l'Union, s'est formellement attribué le mérite de cette opération. Il affirme en effet que c'est la pression coercitive de son administration et les données ultra précises fournies par les agences américaines qui ont rendu cette frappe possible. Cette divergence d'interprétation n'est donc pas qu'une question de rhétorique. Elle souligne une pression bilatérale particulièrement intense. Une pression d'autant plus critique que le temps presse. Nous sommes en mars 2026. Et c'est là que l'impact international entre en jeu. Comment cette instabilité aiguë dans l'état de Jalisco affecte-t-elle les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ? C'est une préoccupation centrale dans les rapports. Le Mexique étant co-organisateur du tournoi qui s'ouvre dans quelques mois. La présidente Sheinbaum a d'ailleurs multiplié les déclarations pour garantir la sécurité des visiteurs. Oui, mais la réalité factuelle sur le terrain exige désormais un déploiement de troupes fédérales sans précédent autour des sites sportifs. La logistique de l'événement se transforme peu à peu en une véritable opération militaire. Et cette implosion ne s'est d'ailleurs pas limitée aux frontières mexicaines. L'instabilité générée par la chute d'El Mencho a servi de catalyseur stratégique. Un catalyseur pour une refonte totale de la politique étrangère américaine envers l'Amérique latine, tout à fait. C'est ce qui ressort très clairement de l'analyse diplomatique de ces derniers jours. Les faits nous emmènent au 7 mars 2026, lors d'un sommet de haut niveau tenu à Miami, en Floride. C'est lors de cette rencontre que Donald Trump a officialisé le lancement d'une coalition militaire continentale totalement inédite. Le fameux bouclier des Amériques, ou Escudo de las Américas. C'est cela. Les documents officiels décrivent cette coalition comme un pacte réunissant 17 nations latino-américaines. Avec un changement de doctrine majeur, n'est-ce pas ? On ne parle plus de coopération policière classique. L'objectif déclaré est désormais l'éradication des cartels par l'utilisation explicite de la force militaire dure. Cela inclut des moyens lourds. Absolument. Les statuts de cette alliance autorisent le recours à des frappes de missiles ciblées et au déploiement de forces spéciales conjointes. L'approche est celle d'une guerre antiterroriste conventionnelle. Cependant, une lecture attentive de la liste des pays signataires révèle des absences politiquement, je dirais, retentissantes. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est instructif de constater que les trois plus grandes puissances de la région, à savoir le Brésil, le Mexique et la Colombie, ont été exclues de cette initiative, ou bien elles ont fermement rejeté l'invitation. C'est la ligne de fracture centrale de cette crise diplomatique. Pour bien comprendre ce clivage, il faut rappeler un événement survenu en janvier dernier. Vous faites référence à la capture du président vénézuélien. Exactement. La capture par des forces américaines de Nicolás Maduro. Une opération que le gouvernement de Caracas a qualifiée d'enlèvement illégal. Et ils ont été immédiatement soutenus par leurs alliés diplomatiques, comme le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, Qui a dénoncé une violation flagrante du droit international. Cette action unilatérale a de fait profondément refroidi les relations entre Washington et plusieurs gouvernements d'Amérique du Sud. ce qui amène le président colombien Gustavo Petro à formuler une critique d'ordre purement stratégique. Une critique qui s'appuie sur la position de son pays. Tout à fait. La Colombie demeurant le premier producteur mondial de cocaïne, il pointe l'irrationalité d'une alliance antidrogue qui exclut délibérément le territoire même où la substance est cultivée. Gustavo Petro plaide, lui, pour une approche axée sur la substitution des cultures et le développement social.
plutôt que sur la force de frappe. Mais de leur côté, les partisans du bouclier des Amériques ont une toute autre justification. Eux justifient cette architecture par une doctrine de sécurité nationale absolue. L'urgence prime sur la diplomatie, en somme. Selon l'administration américaine, oui, la menace narcoterroriste est telle qu'elle justifie de contourner les conventions traditionnelles. Ils estiment que collaborer avec des États accusés de complaisance ou de complicité idéologique compromettrait le succès des opérations. Je me permets une réflexion strictement logistique à ce sujet. Traiter les zones de transit, comme l'Amérique centrale ou les Caraïbes, sans avoir accès aux zones de production andines, n'est-ce pas une asymétrie tactique majeure? Ne risque-t-on pas simplement de déplacer le problème? Votre interrogation est tout à fait corroborée par les mouvements observés sur le terrain. Les analystes parlent d'un phénomène mécanique presque inévitable. C'est le déplacement de la menace criminelle. Oui. Une redéfinition de la carte de l'Amérique du Sud qui touche de plein fouet des pays comme l'Équateur et le Pérou. En écoutant ces rapports, une analogie classique de la géopolitique s'impose naturellement, celle de l'effet ballon. L'effet ballon, une image très parlante pour nos auditeurs. Si l'on exerce une pression militaire intense sur une partie d'un ballon, rempli d'air en l'occurrence, le Mexique au nord et la Colombie par le passé, eh bien, l'air ne disparaît pas. Il est chassé ailleurs. Mécaniquement, oui. Il est chassé vers d'autres zones, gonflant de manière explosive des régions jusqu'alors moins préparées. Et cet effet ballon est flagrant dans les derniers rapports de renseignement équatoriens. L'Équateur, géographiquement coincé entre la Colombie et le Pérou, est devenu la nouvelle plaque tournante logistique des cartels. Et face à cela, le président équatorien Daniel Noboa a totalement endossé la stratégie américaine, n'est-ce pas? Entièrement. Les dépêches récentes confirment une multiplication des opérations conjointes entre l'armée équatorienne et le commandement sud des États-Unis, le SOUTHCOM. Un alignement qui s'est concrétisé de manière très officielle le 11 mars 2026. Avec l'inauguration d'un bureau permanent du FBI dans la capitale Quito, effectivement. Mais ce déplacement logistique des cartels ne s'arrête pas à l'Équateur. Les données provenant du Pérou sont particulièrement alarmantes et elles illustrent à quel point ces organisations diversifient leurs activités. Les autorités péruviennes ont récemment intercepté un convoi transportant 4 tonnes de mercure. 4 tonnes de mercure, c'est considérable. Et les preuves lient cette cargaison directement au réseau logistique du CGNG mexicain, qui l'acheminait vers le Pérou et la Bolivie. Ce détail technique mérite qu'on s'y arrête un instant. Quel est le lien exact entre un élément chimique comme le mercure, le Mexique et les pays andins? C'est fondamental pour comprendre l'économie actuelle des cartels. Le mercure est indispensable à l'extraction illégale de l'or. Je vois. Les cartels investissent donc dans l'exploitation minière clandestine. Massivement, oui, dans la forêt amazonienne. Et la raison est simple. L'or illégal est infiniment plus facile à blanchir dans l'économie légale que l'argent liquide issu de la drogue. Une forme de diversification financière, en somme. De plus, les routes tracées pour la contrebande de l'or ou des produits chimiques servent simultanément à l'acheminement des précurseurs nécessaires au laboratoire de cocaïne. C'est une synergie industrielle complète. Une industrialisation du crime, oui, qui s'accompagne, hélas, d'une exportation de la terreur urbaine. Vous n'avez vu à Lima il y a quelques jours. Le 12 mars, exactement. Le district de Villa El Salvador à Lima a été le théâtre de l'incendie criminel d'un bus de transport public. Une attaque revendiquée par une faction s'identifiant comme Los Mexicanos. Une méthode d'extorsion importée directement des pires heures de l'État de Jalisco ou de Sinaloa. Et face à cette expansion tentaculaire, la réponse de la coalition américaine a pris une dimension inédite, s'étendant désormais à l'espace maritime international. C'est-à-dire ? Les registres indiquent que des frappes aériennes, menées par l'aviation américaine, ont visé et détruit plusieurs navires de contrebande présumés. Des navires dans les eaux du Pacifique et de la mer des Caraïbes ? C'est cela, des opérations sans sommation qui ont entraîné la mort de plus de 150 personnes à bord de ces embarcations. L'application d'une force létale d'une telle magnitude soulève inévitablement de très fortes réactions. Et l'analyse du sentiment public que nous avons menée révèle une société civile profondément divisée. Une polarisation extrême, en effet. Notre outil a synthétisé les données provenant du réseau X et des médias locaux comme Latina Noticias. Et que disent ces données ? D'une part, une proportion significative de la population soutient activement cette militarisation. Exaspérée par l'insécurité chronique, elle perçoit l'intervention américaine comme un pragmatisme nécessaire. Le seul remède efficace contre la violence quotidienne, selon eux. Tout à fait. Mais d'autre part, la rhétorique anti-impérialiste trouve un écho tout aussi retentissant.
De nombreux citoyens dénoncent ce qu'ils qualifient de violation flagrante de la souveraineté maritime et territoriale. Ils s'alarment du fait que des frappes létales soient ordonnées sans procédure judiciaire formelle, transformant l'océan Pacifique en une zone de tir libre. Cette tension nous amène naturellement à l'évaluation des risques futurs. Si l'on agrège toutes ces trajectoires géopolitiques, quels sont les événements que les décideurs doivent surveiller dans les semaines à venir? Le calendrier immédiat est chargé. Tout d'abord, une délégation de très haut niveau de la FIFA est en transit vers le Mexique. Pour évaluer la viabilité des protocoles de sécurité urbaine face aux répliques de la mort d'El Mencho? Exactement. Ensuite, du côté andin, de nouvelles phases d'opérations militaires conjointes entre Washington et Quito sont programmées pour la mi-mars. Et sur l'échiquier politique régional plus large? La tension stratégique américaine semble se focaliser de manière de plus en plus incisive sur le Venezuela, plus particulièrement sur la figure de Diosdado Cabello. La pression sur Caracas ne faiblit donc pas. Nous observons la consolidation de deux doctrines étatiques diamétralement opposées dans l'hémisphère. Deux voies bien distinctes, oui. Précisons-les pour notre audience. La première doctrine est celle d'une militarisation totale. Adoptée par l'Équateur et impulsée par le bouclier des Amériques, elle redéfinit les cartels comme des combattants terroristes. Ce qui justifie l'emploi d'armes de guerre. La seconde voie, elle, est défendue par des nations comme le Brésil et le Mexique et soutenue par des agences de l'ONU. Elle rejette cette escalade martiale. Elle insiste sur la diplomatie, le renforcement de la justice et le traitement de l'addiction comme un enjeu de santé publique. Et l'urgence de trouver une issue à ce conflit doctrinal est vitale, car les dommages collatéraux sur les fondements démocratiques sont déjà quantifiables. Il est impératif à ce titre de mentionner le récent rapport de la Société interaméricaine de presse, la SIP. Un rapport qui dresse un portrait catastrophique de la liberté d'expression dans la région. Il démontre, fait à l'appui, la manière dont le journalisme est littéralement broyé par ce nouvel environnement. Les reporters d'investigation sont pris en étau. D'un côté, ils sont ciblés par les sicaires des cartels cherchant à faire taire les enquêtes. Et de l'autre, dans les pays ayant opté pour la militarisation, ils subissent la censure d'État qui justifie la suppression de l'information par des décrets d'urgence sécuritaire. La synthèse de ces événements dresse donc le tableau clinique d'un continent sous une pression extrême. Un continent où les frontières entre sécurité civile, guerre asymétrique et souveraineté nationale n'ont jamais été aussi poreuses. C'est un résumé malheureusement très précis de la situation actuelle. Quittons à présent, si vous le voulez bien, la rigueur formelle de notre pupitre d'information pour conclure cet échange sur un ton un peu plus léger. Avec grand plaisir. Je dois dire que c'est toujours un exercice intellectuellement captivant que de disséquer de tels volumes de rapports bruts. Absolument. Passer de la sécheresse d'une dépêche militaire à la compréhension des liens de causalité. Je pense par exemple au lien entre le mercure péruvien et la violence mexicaine. C'est tout l'objectif de notre démarche. Et la technologie joue ici un rôle de filtre indispensable. C'est l'occasion de rappeler à notre audience que la compilation et la structuration des données présentées aujourd'hui sont l'œuvre de l'application StyloNews. Un outil particulièrement puissant, d'ailleurs disponible sur ordinateur et appareil mobile. Le grand intérêt, c'est qu'il est possible pour quiconque de le configurer personnellement. L'application permet de générer des notes de synthèse privées, structurées exactement comme des mémos de renseignement. Et ce, en puisant dans des centaines de sources traditionnelles et sur le réseau X, c'est bien cela. Exactement. Le moteur d'intelligence artificielle écarte le bruit médiatique et présente une information stratégique claire. Pour ceux qui veulent comprendre les enjeux mondiaux à la demande, l'avantage est indéniable. Cet outil sur le site www.stylonews.com et n'oubliez pas, le code promotionnel STYLO permet de bénéficier de l'offre d'anniversaire de ce mois de mars. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au public pour son écoute attentive. Merci infiniment de votre fidélité. Nous invitons notre audience à nous faire part de ses suggestions pour de futurs dossiers à décrypter et pensez également à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Merci à vous de m'avoir accompagné dans cette analyse. Pour clore cette édition, nous laissons le public sur une réflexion finale inédite. Au regard des faits établis aujourd'hui, le déploiement de missiles balistiques, l'usage de frappes navales et la constitution d'alliances militaires d'une ampleur digne de la guerre froide face à des narcotrafiquants, doit-on en conclure que le système de justice pénale traditionnel a officiellement échoué? Les Amériques sont-elles entrées de facto dans une ère de zone de guerre militaire permanente? Excellente journée à tous et à très bientôt.